Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je remercie le Président de m'avoir convié pour présenter la situation géopolitique du Haut-Karabakh. Cela peut paraître étonnant parce qu'en fait c'est un petit territoire dont la superficie est inférieure à un département français moyen et donc qui pourrait être relevé d'une approche géopolitique tout à fait secondaire. Et pourtant, ce qui est intéressant dans le cas du Haut-Karabakh, c'est qu'en fait, il pose un problème qui se constate dans beaucoup d'autres régions du monde, c'est-à-dire la question de la contradiction entre l'intangibilité des frontières et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une question qu'on a vue au Biafra, qu'on a vue en Timor de l'Est, qu'on a vue en Slovaquie, au Sud-Soudan, en Casamance, et on pourrait encore en citer d'autres. Donc ce territoire, il est effectivement dans une situation complexe, dans la mesure où il est dans l'Azerbaïdjan depuis 1923, qu'il est pourtant dans l'ensemble culturel arménien, et que son effectif de population est somme toute assez modeste, et là même inférieur à un département français moyen. Peut-être juste un mot sur l'ensemble culturel arménien. Là, j'ai une photo qui illustre un peu cette réalité qui est sans doute insuffisante. Enfin, il faut voir le premier plan de la photo, c'est-à-dire un certain nombre de fouilles ont effectivement permis de découvrir des ruines de villes anciennes dont la nature arménienne n'est pas contestable. Donc on est bien dans un ensemble culturel arménien ancien. Pour résumer donc cette situation, je vous propose 4 points. D'abord de rappeler le contexte dans lequel se trouve ce territoire du Haut-Karabakh au fil de l'histoire, puis ensuite d'insister sur le fait que ce territoire a été un marqueur de l'implosion soviétique, que tout ça s'est poursuivi à travers ce que j'appelle moi, entre guillemets, la Grande Guerre, et puis ensuite, dans un 4e point, nous évoquerons ce qui s'est passé après cette Grande Guerre sans paix, ponctuée de plusieurs guerres. Donc historiquement, en résumant rapidement la situation, clairement ce qui va caractériser cette région, c'est la christianisation au IVe siècle, c'est le développement de royaumes chrétiens en Arménie et en Géorgie, jusqu'à ce qu'au XIe siècle, l'expansion turque progressivement domine ce qu'on appelle alors la Grande Arménie, qui va jusqu'à la mer Noire et jusqu'à la Méditerranée, et qu'à la fin du XIVe siècle, cette expansion turque permette à la Turquie de s'emparer aussi de la petite Arménie, c'est-à-dire en fait de la Cilicie, bien connue pour tous ceux qui ont lu Cicéron. Dans des périodes plus proches de nous, eh bien, c'est en fait le nord du Sud-Caucase, donc la Géorgie, qui se trouve contrôlée par la Russie, puis annexée au tout début du XIXe siècle. Et donc ce Sud-Caucase, au cours du XIXe siècle, va se trouver géopolitiquement partagé dans la mesure où une partie de ce territoire du Sud-Caucase va être conquis par l'Empire ottoman et l'autre partie, précisément ce qui correspond à l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui, par la Perse. Et donc, néanmoins, compte tenu effectivement de cette situation favorable, je dirais, à la Russie à cette date-là, nous allons avoir des traités, j'ai fait une faute de frappe, c'est 1813 et pas 1913, qui vont faire que l'Iran va céder à la Russie ses provinces septentrionales, avec, j'ai oublié, un S, vous l'avez vu. Tout ceci nous conduit donc au XXe siècle, avec bien sûr le génocide arménien, qui signifie de fortes tensions entre les populations, et notamment un fossé qui se creuse entre les Azéris et les Arméniens, étant rappelé tout de suite que les Azéris ne sont qu'une des ethnies de cette région, et donc quand on parle des habitants de l'Azerbaïdjan, il faut parler des Azerbaïdjanais, qui est un territoire qui comprend certes comme ethnie majoritaire les Azéris, mais qui comprend beaucoup d'autres ethnies. Et dans le cadre donc de ces évolutions, eh bien, au lendemain, enfin presque au lendemain, disons à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a la volonté d'organiser sous un système fédératif
l'ensemble des territoires du Sud-Caucase. Et c'est donc en avril 1918 la déclaration d'indépendance de la République fédérative transcaucasienne. Malheureusement, cette initiative politique va faire long feu extrêmement rapidement, puisque dès mai 1918, cette fédération éclate et des violences vont commencer à se manifester entre les différentes populations qui habitent dans le Sud-Caucase, tandis que l'Azerbaïdjan va proclamer son indépendance dans des frontières qui ne sont d'ailleurs pas parfaitement précisées à cette date de 1918. Arrive 2 années ensuite le traité de Sèvres, qui prévoit notamment l'organisation d'une grande Arménie, mais comme vous le savez, là aussi, ce traité a fait long feu et sera jamais d'ailleurs signé par les États-Unis, et ensuite ce sera le traité de Lausanne qui reviendra sur le traité de Sèvres. En revanche, c'est vrai que l'Arménie, dans une certaine mesure, accepte d'être soviétisée en contrepartie du fait que Moscou la protège de l'expansionnisme turc. En revanche, à Bakou, la raison de changement de pouvoir est en fait liée à l'atout pétrolier que représente ce territoire, et c'est donc dans ce contexte que les bolcheviks vont s'emparer de la situation en avril 1920. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, va s'installer pour quelques décennies dans le Sud-Caucase une Pax Soviética qui fait que les tensions vont être limitées en raison du contrôle de Moscou. Et dans cette période, nous allons avoir donc la décision de Moscou d'affecter le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan, avec certes une autonomie théorique, mais qui en fait n'est que théorique et n'est pas l'autonomie qui aurait été souhaitée par les habitants de ce territoire. Et donc au fil des décennies, même si bien entendu le Karabakh reste dans la République soviétique d'Azerbaïdjan, son souci d'identité est très périodiquement affirmé, y compris par son parti communiste, et il est notamment symbolisé par ce monument qui s'intitule « Nous sommes nos montagnes », où l'on voit effectivement une femme et un homme du Haut-Karabakh dont les pieds, vous voyez, sont plongés dans leur montagne, symbole du Haut-Karabakh qui signifie « c'est bien notre territoire, cet endroit où nous habitons ». Arrive, et j'en viens à ma deuxième partie, c'est la période de la fin de l'URSS, où le Haut-Karabakh joue à mon sens un rôle tout à fait essentiel, ainsi que le Sud-Caucase, dans la mesure où il va être un marqueur, un proto-marqueur d'abord, c'est-à-dire proto-marqueur, c'est-à-dire qu'un certain nombre de tensions dans les déclarations des différents partis communistes de cette région montrent effectivement un caractère conflictuel. Et puis, bien sûr, à partir du moment où les tensions deviennent très fortes, ce serait vraiment un marqueur de l'implosion soviétique, puisque on a constaté que Moscou n'arrive plus à assurer la conflictualité, à prévenir la conflictualité sur les différents territoires qu'il a placés sous sa souveraineté. Donc, cette situation va se traduire notamment par un certain nombre de pogroms, et par le fait que le Parlement du Haut-Karabakh, en 1998, va officiellement demander sa réunification de son territoire avec l'Arménie, tandis que, vous voyez, j'ai encore fait une faute de frappe, c'est 1888, bien sûr, et pas 98. Ça, c'est sans doute mon ange gardien qui m'a entraîné dans cette erreur de frappe. Donc, il faut bien trouver un responsable à ce genre d'erreur. Voilà. Et donc, nous avons aussi, en 1990, un certain nombre de pogroms anti-arméniens à Bakou, avec notamment l'organisation par Moscou d'évacuation d'Arméniens par bateau. Quoi qu'il en soit, Moscou ne parvient pas à rétablir une situation pacifiée sur son territoire, et c'est, si vous voulez, donc un témoin de l'incapacité désormais actée de Moscou
à préserver cette Pax Soviética qu'il était parvenu à maintenir pendant plusieurs décennies. Dans ce contexte, eh bien, l'Azerbaïdjan va donc considérer, comme l'ensemble du monde d'ailleurs, qu'il faut choisir l'intangibilité des frontières et donc va déclencher une guerre pour assurer sa souveraineté sur le Haut-Karabakh. Bon, c'est cette guerre que j'appelle la Grande Guerre par rapport aux trois autres guerres qui se sont succédées ensuite. Donc cette guerre est assez particulière dans la mesure où elle s'organise non pas comme un conflit véritablement entre deux armées, mais plus comme un conflit entre d'un côté, du côté de l'Azerbaïdjan, une armée, et du côté du Haut-Karabakh, c'est plutôt une guerre de partisans, c'est-à-dire ce sont des civils qui s'arment et qui souhaitent parvenir à défendre leur territoire. Et dans cette même période, pour bien affirmer son identité propre et sa volonté de trouver une indépendance, eh bien, le Haut-Karabakh va déclarer son indépendance, organiser un référendum. Et cette guerre, au départ, est plutôt défavorable au Karabakh, jusqu'au moment où, effectivement, les partisans du Haut-Karabakh parviennent à grimper sur ce que j'appellerais la falaise de Chouchi, et donc, si vous voulez, à prendre un lieu tout à fait stratégique. Donc, je ne sais pas si vous voyez à travers cette photo, vous devinez sans doute, vous voyez, les partisans du Haut-Karabakh sont montés par cette falaise jusqu'à la ville de Chouchi, qui se trouve donc à droite, si vous voulez, de ce transparent en quelque sorte. Et donc c'est le retournement de la guerre avec cette prise stratégique. Et donc au fil des années, les grandes puissances vont être, notamment la Russie, mais aussi les États-Unis, vont intervenir pour que le conflit cesse. Et donc on va parvenir à un cessez-le-feu le 16 mai 1994. Bon, le vainqueur de cette guerre, c'est effectivement le Haut-Karabakh et les Arméniens. Et nous arrivons après cette grande guerre à cette carte que vous avez sous les yeux, où nous voyons bien d'une part le Haut-Karabakh, qui se trouve certes détaché de l'Arménie, ce qu'il est géographiquement, mais en même temps, nous voyons que d'une part l'Azerbaïdjan est parvenu à conserver certains territoires du Haut-Karabakh, ceux qui sont au-dessus de la ligne rouge, par exemple, que vous voyez sur cette carte, le pointillé rouge, et le Haut-Karabakh est surtout parvenu à prendre possession d'un certain nombre de territoires qui sont un blanc sur cette carte, ce qui lui donne un certain recul stratégique. Donc j'ai une carte qui va mieux vous montrer la situation. Donc autrement dit, côté Azerbaïdjan, on considère bien entendu que le Karabakh a conquis des terres qui ne lui appartiennent pas, et côté au Karabakh, eh bien, on va considérer que ce sont des territoires tampons qui sont susceptibles de mieux assurer la défense stratégique du territoire. Et donc voilà la carte, si vous voulez, plus détaillée, qui permet effectivement de mettre en évidence l'importance relative, bien sûr, l'importance de la superficie des territoires contrôlés par le Haut-Karabakh, la ligne de cessez-le-feu correspondant au pointillé que vous voyez sur cette carte. Alors cette guerre, évidemment, a des conséquences humaines considérables, et en particulier des flux de réfugiés. Bien sûr, circulent dans les livres un certain nombre de chiffres sur le nombre de réfugiés. C'est très difficile de savoir quel est leur nombre, mais c'est quand même des centaines de milliers de personnes qui concernent tous ces flux. Donc, soit des flux d'Arméniens ayant quitté l'Azerbaïdjan pour se réfugier en Arménie, soit des flux d'Azerbaïdjanais qui ont quitté l'Arménie ou les territoires tampons que nous avons vus sur la carte tout à l'heure pour rejoindre l'Azerbaïdjan, soit des flux de ressortissants du Haut-Karabakh, mais qui ne sont pas d'ethnie arménienne, qui se trouvent avoir quitté le Haut-Karabakh et connu un exode vers l'Azerbaïdjan. Alors on peut symboliser et visualiser l'importance de ce troisième flux de réfugiés, c'est-à-dire celui des non-arméniens
qui ont été chassés du Haut-Karabakh par suite de la guerre, à travers 3 photos. Bon, cette première photo, c'est simplement un village en ruine au Karabakh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un village qui, jusqu'en 1993, était en fait occupé par des personnes généralement de religion musulmane. Deuxième exemple, nous sommes toujours au Karabakh, pas très loin de Chouchi, et ce que vous voyez, c'est tout simplement un cimetière chiite qui témoigne effectivement de la présence précédente de personnes de religion musulmane chiite. Et puis à Chouchi, vous voyez par exemple cette mosquée qui a d'ailleurs été remise en état parce qu'elle avait quand même pas mal souffert pendant ce que j'appelle la Grande Guerre et qui se trouve au centre de la ville de Chouchi. Voilà une autre image de cette mosquée, là aussi mosquée chiite bien sûr. Donc vous avez déjà là un symbole, enfin des photos qui témoignent de l'importance des réfugiés. Et puis vous avez aussi évidemment d'autres photos, plutôt du côté arménien, qui témoignent de l'importance de la guerre et de la situation conflictuelle qui se prolonge en dépit de la ligne de cessez-le-feu, puisque le cessez-le-feu n'a pas évidemment donné lieu à un traité de paix. Donc d'abord, sur un certain nombre de territoires du Haut-Karabakh, eh bien, vous trouvez ce genre d'informations que chacun peut lire puisque c'est écrit en arménien et que tout le monde ici sait lire l'arménien, bien entendu, et donc il vous prévient qu'effectivement il vaut mieux pas aller se promener dans les champs qui sont là parce que il y a quand même un certain nombre de dangers à le faire, et donc effectivement on voit bien que tout au long sur une large partie de la ligne de cessez-le-feu, le risque est véritablement réel. Deuxième exemple, eh bien, là nous sommes dans un bâtiment officiel à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, où l'on veut effectivement mémorer le rôle des soldats qui ont été morts à la guerre. Alors je n'ai pas retrouvé une troisième photo qui est tout à fait passionnante, qui est celle du cimetière de Stepanakert. En effet, dans ce cimetière, vous avez à la fois des tombes soviétiques, donc en fait, des ressortissants du Haut-Karabakh qui ont été tués dans l'armée rouge lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc sur ces tombes soviétiques, ce que vous voyez, c'est l'étoile soviétique. Et puis juste à côté, vous avez une tombe d'un Arménien qui est mort au moment de ce que j'appelle la Grande Guerre, donc 91-94. Là, c'est pas l'étoile soviétique, c'est la croix arménienne. Et donc, on lit comme ça, j'ai d'autres exemples dans d'autres pays du monde, on lit souvent dans les cimetières, en fait, l'histoire géopolitique des pays, et c'est toujours très intéressant. Voilà aussi un autre mémorial à la guerre, je passe. Alors, vous voyez la complexité, c'est-à-dire après 1994, il y a bien une réalité territoriale, c'est-à-dire le fait que le Haut-Karabakh n'est plus sous la souveraineté de l'Azerbaïdjan, mais qu'il y a un conflit d'antériorité avec l'Azerbaïdjan qui considère que ce territoire est indu pour lui. Et donc, c'est toute la difficulté de trouver la paix au sein de ce territoire. Et donc, puisqu'il n'y a plus de souveraineté de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, le Haut-Karabakh va s'organiser. Alors, il va s'organiser au plan institutionnel, créer une république, un président, un parlement, même s'il n'y a aucune reconnaissance internationale de ce pays qui se considère indépendant, et même s'il y a des liens avec l'Arménie, notamment dans l'organisation du système de défense, c'est un pays qui, toute chose égale par ailleurs, est géré comme peut être Taïwan aujourd'hui, de la même façon. Alors quelques photos pour peut-être le symboliser. Voilà la présidence de la République telle qu'elle existait. Voici la campagne électorale pour la présidence de la République telle qu'elle peut se dérouler, vous voyez, dans n'importe quel pays du monde. Et puis les plaques minéralogiques du Haut-Karabakh, avec évidemment le drapeau du Haut-Karabakh sur les plaques minéralogiques. La création aussi du Karabakh Télécom. Donc on voit bien qu'il y a un État là qui s'est organisé pour fonctionner tel qu'il le souhaitait.
Malheureusement, pendant toute cette période, les pourparlers qui existent indirectement, notamment à travers le groupe de Minsk, ne se concrétisent pas. Et donc, après 1994, eh bien, c'est un après-guerre sans paix. Dans cette après-guerre sans paix, il se traduit d'abord par des incidents périodiques. Alors certes, ni le gouvernement de l'Azerbaïdjan, ni le gouvernement du Haut-Karabakh ne déclinent les morts malheureusement, qui existent sur le cessez-le-feu périodiquement. Mais néanmoins, on est absolument certain, parce qu'il y a des tirs sporadiques, et que périodiquement, chaque année, il y a des morts de chaque côté de la ligne de cessez-le-feu. Bon, les négociations n'avancent pas, je viens de le dire, et puis le Haut-Karabakh se trouve évidemment confronté à une difficulté, aucune circulation entre lui et l'Azerbaïdjan, et il se trouve qu'il n'a qu'un cordon ombilical, c'est donc le fameux couloir de la Chine, sachant que l'aéroport ne peut pas fonctionner, puisque pour que l'aéroport fonctionne, il faudrait que les avions utilisent une partie du ciel de l'Azerbaïdjan, ce que évidemment l'Azerbaïdjan ne peut pas accepter. Donc voilà par exemple un passage du couloir de la Chine. Donc c'est dans ce contexte que je viens de préciser que vont donc se dérouler au fil des années 3 conflits. Bon, le deuxième conflit, ce que j'appelle donc la deuxième guerre du Haut-Karabakh, va durer certes que 4 jours, mais elle met en évidence qu'au-delà des tirs sporadiques que nous avions eus pendant un quart de siècle, enfin une vingtaine d'années, l'Azerbaïdjan est bien déterminé à recourir à retrouver sa souveraineté sur le Haut-Karabakh. Donc, d'ailleurs, cette guerre donne lieu effectivement à une conquête d'un peu de terrain de la part de l'Azerbaïdjan, et c'est en fait la communauté internationale qui souhaite calmer le jeu, ce qui explique un petit peu que cette guerre n'ait duré que 4 jours. Je ne vous ai pas mis la date, là, en avril 2016. Avril 2016. Bon, la troisième guerre est le 27 septembre 2020, où là, effectivement, l'Azerbaïdjan est dans une situation de force beaucoup plus importante, parce qu'entre-temps, et notamment, comme le disait tout à l'heure le président, grâce à l'aide militaire d'Israël, elle possède effectivement un potentiel militaire qui devient considérable, sans parler évidemment de son potentiel humain, qui n'a rien à voir avec celui du Haut-Karabakh, ni même de l'Arménie. Donc cette troisième guerre va se déclencher le 27 septembre 2020 et va être calmée par l'intervention de la Russie, qui va faire en sorte que les combats s'arrêtent. Mais dans des conditions tout à fait particulières, et donc des conditions qui ne vont pas être respectées dans la mesure où il est très difficile de savoir si la Russie avait vraiment envie ou non de les respecter. Elle les a sans doute respectés au début parce qu'elle ne souhaitait pas que les combats reprennent. Bon, ensuite, elle a eu sans doute d'autres préoccupations, et notamment la question de l'Ukraine. Et donc le résultat, c'est que lorsque l'Azerbaïdjan organise le blocus du Haut-Karabakh, eh bien en fait, tout le monde, je dirais, laisse faire. Et donc ce blocus, qui va engendrer un affaiblissement considérable du Haut-Karabakh, va rendre aisée effectivement la quatrième guerre. Bon, j'ai mis guerre entre guillemets, parce que la quatrième guerre n'est pas une guerre en réalité, parce que vous avez d'un côté une armée extrêmement bien équipée, avec un matériel extrêmement moderne, et de l'autre côté, vous avez un territoire qui a été considérablement affaibli par le blocus et qui n'a absolument pas les moyens de se défendre. Donc sans moyens militaires, exténué par des mois de blocus, ayant perdu tout soutien de la Russie, le Haut-Karabakh ne peut que laisser entrer l'armée de l'Azerbaïdjan s'installer. Et donc cela va déclencher l'exode de la quasi-totalité des habitants, 120 000 habitants. Alors ce chiffre, là encore, peut paraître faible, et c'est la raison pour laquelle je me permets de comparer ce qui s'est passé entre l'Arménie et le Haut-Karabakh à ce qui s'est passé, mettons, entre l'Algérie et la France en 1962.
Donc 120 000 habitants qui débarquent en Arménie, ça serait l'équivalent de 2 600 000 personnes qui débarqueraient d'Algérie. Je vous rappelle, les rapatriés d'Algérie, c'est un ordre de grandeur d'1 million. Donc c'est tout à fait considérable, bien entendu. Alors, en conclusion, que dire? Le premier élément qu'on est bien obligé de constater, qu'il y a eu effectivement des changements de souveraineté, au fil de l'histoire d'ailleurs, mais y compris au fil de l'histoire contemporaine et de l'histoire récente, mais que ces changements de souveraineté n'ont pas été actés dans un traité de paix susceptible d'apaiser la situation dans le Sud-Caucase. Et donc, l'avenir du Haut-Karabakh, il est quand même considérablement incertain, dans la mesure où il sera fonction des choix géopolitiques des acteurs. Est-ce qu'il y aura la volonté de l'Azerbaïdjan de reconstruire un Haut-Karabakh qui soit un Haut-Karabakh pluriethnique ou non? La question, évidemment, est posée. Est-ce que l'Azerbaïdjan souhaitera que ce soit, comme aujourd'hui, une frontière qui soit une véritable coupure entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ou au contraire voudra aller vers une frontière qui soit un lieu d'échange? Et puis, bien sûr, pour les 120 000 habitants qui ont subi l'exode, se pose la question de leur mémoire et de la façon dont ils sentiront ce que signifie le vécu terrible qu'ils ont connu à l'occasion du blocus et de l'exode, et comment eux-mêmes et leurs descendants interpréteront ce passé. Est-ce qu'ils l'interpréteront en voulant revenir à des logiques de violence, ou au contraire en voulant favoriser des logiques de paix? Beaucoup de scénarios sont possibles en la matière, mais je pense qu'il faut en rester là aujourd'hui si je ne veux pas être trop long dans ma présentation.